Et bien sûr, je vais passer la balle au bon à Ariel qui va maintenant parler de sport avec ses invités. Ariel qui arrive, qui est en chemin, qui est là. Merci Aurélie. C'est pas grave, il faut savoir meubler. Alors, on a parlé beaucoup, et depuis le début, de cette fameuse culture urbaine qui préoccupe tout le monde, et pour cause, puisque c'est sans doute la clé du plus gros marché de l'avenir, en tout cas pour le luxe. Et donc, on est obligé de parler aujourd'hui, à nouveau, des rapports entre le luxe et le sport. Alors, il y a des tas de poncifs qu'on connaît, hein. On sait très bien que Virgil Abloh a fait rentrer la street dans le luxe. On connaît toute cette histoire, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec 3 personnes qui sont éminemment concernées par le problème. Guillaume Cossou, coprésident de Publicis Sport. Bruno Danto, qui est creative director, mais qui a été aussi un athlète, un sportif de Danto. Et l'escrimeur Enzo Lefort. Excusez-moi, je fais le tour de table parce que bon, alors, Guillaume Cossou, ma première question, elle est assez simple. On a compris que le luxe a trouvé avec le sport, avec l'urbain, avec toute cette culture-là, une porte de sortie, sortir de son environnement traditionnel. Mais maintenant qu'on le sait, c'est quoi l'avenir? Est-ce qu'il y a ce côté transgressif de faire rentrer la culture urbaine dans le luxe, mais qu'est-ce qu'il y a après? Avant de parler de l'après, on va parler du pourquoi et de ce lien qui existe en fait entre le sport et le luxe. Déjà, on peut dire que les athlètes sont finalement des humains de luxe parce qu'ils génèrent des émotions, ils nous inspirent et aussi il y a quelque chose d'assez important, c'est que c'est des personnes qui cultivent l'excellence. Et donc tout ça, c'est des valeurs qu'on retrouve forcément dans le luxe et dans le sport. Ouais. Et donc ce mariage, finalement... C'est plutôt donc des valeurs morales aussi qui sont liées. Exactement, ouais. Donc ça part de là. Et c'est en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est des choses qui sont acceptées parce que très souvent, très longtemps, le luxe a été dans le sport depuis très longtemps. C'est depuis récemment que justement maintenant il s'affiche sans complexe avec le monde du sport, et en fait finalement 2 mondes qui se rencontrent et qui ont ces valeurs communes démultiplient leurs forces en s'associant, et on l'a vu notamment sur les Jeux cet été. Oui, on a parlé tout à l'heure des médailles. Enzo, vous êtes un humain de luxe pour vous? Je ne sais pas si je suis un humain de luxe, mais comme Guillaume l'a dit, il y a vraiment des valeurs morales qui vont de pair entre le luxe et les athlètes de haut niveau. Il y a cette notion d'excellence. Oui, voilà, il y a aussi ce slogan que le groupe LVMH a lancé, artisan de toutes les victoires. En fait, chaque personne est artisan de sa propre victoire, et les athlètes, on essaie de se démener pour la victoire. Mais oui, je pense que c'est dans ce sens qu'il y a pas mal de ponts communs entre l'industrie du luxe et le monde sportif. Il n'y a pas de contradiction entre les valeurs de l'amateurisme et les valeurs du luxe? Je ne pense pas, parce que quand on parle de moralité, on peut se dissocier un peu de l'argent qu'on imagine qui peut être mis dans ces domaines. Non, pour moi, ça va de pair, parce que dans le luxe, il y a une certaine exigence du produit, une certaine exigence de la façon dont on présente tout ce qu'on fait. Et dans le sport, il y a une exigence envers soi. En fait, le sport, c'est l'une des choses sur Terre qui ne ment pas. C'est-à-dire que quand on arrive sur une compétition, on ne peut pas être performant si on ne s'est pas entraîné. Et je pense que le grand public le remarque immédiatement. Du coup, dans le luxe, quand il n'y a pas de travail du produit, ça se voit. Dans le sport, quand il n'y a pas de travail en amont, ça se voit. Et c'est en ce sens que pour moi, ce sont des relations qui sont très authentiques. Bruno Danto, vous avez été journaliste, en particulier pour le groupe Condé Nast et puis pour d'autres médias concernant le sport et le luxe. Donc vous avez vraiment l'habitude. Vous avez même lancé le supplément sport et luxe
de l'équipe. De l'équipe, oui. Et donc, bon, c'est votre domaine de créativité, votre domaine d'expertise. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, en banalisant cette association du sport et du luxe, que l'un comme l'autre y perdent un peu de leur authenticité ? Oui, c'est le grand risque, effectivement. Alors, comme le disait Guillaume, l'association n'est pas nouvelle, puisque déjà dans les années 2000, Armani, Dolce & Gabbana faisaient des partenariats, notamment avec le foot. Ce qui a changé, c'est peut-être la nature de ces associations. Et récemment, c'est vrai que sur les 3-4 dernières années, il y a une espèce d'inflation à la collaboration avec le sport. Alors pour plein de raisons, on a dit effectivement les valeurs du sport sont très en vogue, elles redonnent du sens. Dans un monde où tout est fragmenté, un peu communautarisé, le sport rassemble. C'est peut-être le dernier endroit où on se retrouve en direct. Donc il y a plein de valeurs. Mais il y a un risque, effectivement, que cette inflation fasse perdre un peu de vérité, d'authenticité au sport et aux marques qui s'y associent. Donc, en général, voilà, c'est ce qui se passe quand une marque est sponsor et pas co-créateur de l'événement. Justement, Guillaume Cossou, peut-être que les excès de certains sportifs, les scandales, les problématiques d'image qui vont et viennent pour des sportifs, et peut-être certains sports qui sont plus problématiques que d'autres, tout ça peut mettre en danger les collaborations qui ont été élaborées par les marques de luxe, souvent. Oui, alors les sportifs ne sont pas plus... compliqué à gérer que des artistes ou autres. Hein. Donc honnêtement, je pense qu'il y a effectivement une part de risque quand on choisit un athlète, mais c'est maîtrisable. Moi, ce que je vois surtout avec cette arrivée des marques, c'est qu'elles profitent aussi du fait qu'on est rentré aujourd'hui dans l'intimité des athlètes. On accède à leur style de vie grâce aux réseaux sociaux. On sait ce qu'ils conduisent comme voiture, on sait ce qu'ils mettent comme vêtements quand ils ne sont pas sur le terrain, et dans quel restaurant ils vont. Et tout ça, en fait, ça amène aussi à des nouvelles collaborations. Et je pense qu'il y a une deuxième chose qui est importante, c'est aussi le dépassement de fonction qui est autorisé pour les athlètes. C'est-à-dire qu'avant, un athlète, on attendait de lui qu'il marque des buts, qu'elle gagne une course ou autre. Maintenant, en fait, on accepte qu'ils aient leur univers, et parfois c'est un univers qui colle bien avec le monde du luxe. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. On en a un bel exemple. C'est le cas de l'escrime, par exemple. Voilà. Il est évident que, par exemple, le sport le plus populaire à avoir émergé ces dernières années, c'est le MMA, et le luxe ne s'est pas trop aventuré dans le domaine du MMA. Pas encore, hein. En revanche, ça va sans doute arriver quand il y aura le combattant glamour qui convient parfaitement. Mais en revanche, l'escrime, pourquoi par exemple l'escrime ? C'est vrai qu'il y a une tradition aristocratique, mais pourquoi l'escrime et le luxe ? Je pense qu'il y a quelque chose d'assez précieux dans l'escrime. Lorsque je rencontre des personnes qui sont dans l'industrie de la mode, elles me disent directement que l'escrime c'est très chic. Je pense que la codification de mon sport y est pour beaucoup. C'est-à-dire qu'on est habillé tout de blanc. Il y a très peu de place pour les sponsors, les partenaires. On n'a droit qu'à cette partie du bras pour accueillir des partenaires, contrairement à des pilotes de Formule 1 qui sont eux affichés de la tête aux pieds. Et puis après, il y a aussi quelque chose d'assez qui est un peu de l'ordre de la danse. Quand on regarde de l'escrime à la télé, on a l'impression que c'est chorégraphié. Alors ça ne l'est pas du tout, c'est quand même un sport de combat. On essaie quand même de toucher son adversaire. Mais il y a quelque chose d'assez beau aussi dans le matériel. Le vêtement, le pantalon, la sous-cuirasse, la veste. Il y a un minimalisme japonisant. Ouais, et puis c'est très élégant, c'est très saillant. Et puis il y a aussi quelque chose un peu, le fait qu'on ait un masque, quelque chose de l'ordre assez chevaleresque. Et je pense que ça correspond beaucoup à l'esprit français dans la mode comme on l'imagine. Vous sentez autour de vous plus d'attention de la part des marques depuis les JO à Paris ? Alors c'est toujours paradoxal parce que l'escrime c'est le sport français le plus pourvoyeur de médailles pour l'équipe de France et en fait on existe une fois tous les 4 ans. Donc une fois tous les 4 ans il y a cette espèce de pic d'attention qui arrive. Donc c'est vrai que ça peut parfois être compliqué à gérer pour certains athlètes, mais là avec les Jeux de Paris 2024, c'est vrai que ce pic est arrivé à son paroxysme.
Non, mais à l'inverse, dans le milieu du sport, on a pu remarquer pendant des décennies le fait que de bien s'habiller, de faire attention à son élégance, etc., c'est quelque chose considéré comme un peu trop féminin, un peu trop faible, entre guillemets. Aujourd'hui, vraiment, les choses ont changé. Oui, on le voit à Clairefontaine. L'arrivée des joueurs est devenue un événement presque fashion. Je suis même assez surpris que Vogue n'ait pas préempté ce moment avec les joueurs. On le voit dans la NBA. Donc, maintenant, il y a un peu le mouvement inverse. Il y a les joueurs qui boycottent ce qu'on appelle les tunnel fit. Mais effectivement, ça a bien changé. L'image de l'athlète a changé. Ce que disait Guillaume, l'utilisation des réseaux sociaux, le fait d'exhiber leur vie, leur permet d'avoir une vie hors stade. Et c'est le cas pour les joueurs de foot. On les voit souvent à la télé. Mais sur les réseaux sociaux, on voit tout sauf l'entraînement, sauf les buts qu'ils marquent. Et ce sont les clubs, les ligues qui diffusent ces images. Mais eux ont une vie intime en dehors du terrain. Alors, on a vu aussi émerger des nouveaux sports. On parlait du MMA. Et effectivement, on voit que la personne qui attire le plus d'attention dans le monde, Taylor Swift en ce moment, est en couple avec un footballeur américain. Et on se dit que le luxe va pénétrer même des sports qui n'étaient pas du tout habituels. Ouais. Tu en as parlé, notamment la NBA, parce que ce qu'on voit à Clairefontaine, finalement, c'est ce qui vient des États-Unis. Et notamment, en fait, on est passé du catwalk au tunnel walk. Donc le tunnel walk, c'est les joueurs qui arrivent au stade, qui gardent leur voiture et qui ont un chemin à parcourir pour aller jusqu'au vestiaire et qui, du coup, en profitent pour afficher leur style et leur personnalité. Et ça, on va le voir de plus en plus. On voit aussi que les marques commencent à se battre pour habiller les athlètes dans des moments assez prestigieux. Il y a, je peux donner un exemple avec Caitlin Clark, en fait c'est une star de la WNBA, et les marques se sont battues pour l'habiller. Donc c'est Prada qui l'a habillée pour le jour de la draft, en fait, qui est le jour où les équipes NBA sélectionnent leurs futurs rookies. Et donc ça, c'est quelque chose de nouveau, des marques qui veulent habiller comme elles habillent au Met Gala ou au Festival de Cannes. Et donc là, la prochaine sensation en WNBA s'appelle Paige Bueckers. Si jamais vous voulez la signer, c'est déjà une star sur les réseaux sociaux. Et là, en ce moment, elle est en discussion effectivement avec pas mal de marques pour son moment de gloire qui va être la draft 2025. D'ailleurs, le prochain président du Met Gala, c'est Lewis Hamilton. Donc ça illustre bien ce mouvement. Mais vous devez être content, Enzo, qu'on soit sorti de l'équation infernale du pantalon de jogging, des sneakers et du t-shirt, non ? Moi, c'est une équation que j'ai pas réellement connue. Mais c'est ça qui est très beau, je trouve. C'est-à-dire que la mode fait évoluer le sport et le sport fait évoluer la mode. Mais en fait, ce que je trouve le plus important dans tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'en fait, depuis quelques années, on voit que les athlètes osent exprimer leur personnalité. Les athlètes osent sortir des sentiers battus et de ce à quoi on les cantonne au préalable. Les athlètes osent exprimer leur personnalité. Et par exemple, un LeBron James, à qui on disait « shut up and dribble », maintenant, non, il a dit « je suis plus qu'un athlète, je suis un être humain avant tout ». C'est pas parce que vous me voyez tous les 2-3 jours sur un parquet, c'est pas parce qu'on voit un footballeur tout le week-end sur les stades qui n'a pas sa personnalité, qui n'a pas aussi ses fêlures, ses failles. Et en fait, c'est ça, c'est que les athlètes commencent à s'affirmer de plus en plus comme des êtres humains, et ça leur ouvre des possibilités pour s'affirmer, et pour s'affirmer de façon beaucoup plus organique et authentique. Et je finirai juste par ça, c'est que je pense également que c'est très important pour la santé mentale et le bien-être des athlètes, parce qu'un athlète qui est épanoui, on est sûr que ça va être un athlète performant, et on est sûr que ça va être un athlète performant sur le long terme. Moi, je suis désolé, quand je vois LeBron James qui joue avec son fils, pour moi, il a marqué l'histoire, et le voir jouer comme ça à 40 ans, c'est parce qu'il a pu avoir ça qui l'a drivé, je pense, ces quelques dernières années pour continuer à jouer au plus haut niveau. Eh bien, en parlant de santé mentale, on va finir en citant le grand Karl Lagerfeld, qui disait « Quand on porte un pantalon de jogging, on assume sa défaite sociale ». Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci.